Bonjour, nous sommes en direct de la délégation de Mayotte à Paris sur Outre-mer 360 et Outre-mer 360 Radio. Nous accueillons aujourd'hui professeur Dominique Brémond-Gignac. Vous êtes, bonjour. Vous êtes chef de service d'ophtalmologie pédiatrique à l'hôpital Necker et membre de l'association Unono Wamatso. Et nous accueillons également le docteur Jean-Bernard Rottier, ophtalmologue et président justement de cette association Unono Wamatsu. Alors tout d'abord, pouvez-vous nous présenter votre association? Alors l'association a été créée à l'initiative de Madame Voinet, qui était la première directrice d'ARS de Mayotte dans l'année 2021. On avait identifié qu'à Mayotte, il n'y avait pas d'ophtalmo, il n'y avait donc pas de prise en charge des soins visuels. Donc on a proposé à Madame Voinet de faire une prise en charge un petit peu moderne avec des infirmières en premier recours et toute une organisation derrière. Et il fallait évidemment une association pour porter tout ça. Donc l'ARS nous a demandé de créer cette association qui s'appelle Unono Wamatso, comme vous le savez, la santé des yeux. Elle a été créée quand cette association? Elle a été créée en février 2021. D'accord, elle est toute récente. Oui. Alors pouvez-vous nous expliquer le contexte des métiers oculaires et plus précisément d'abord de la santé oculaire? On sait que Mayotte est un désert médical. Qu'en est-il pour l'ophtalmologie et pour l'autopsie sur ce territoire? Alors vous savez que Mayotte est en déficit de professionnels de santé dans toutes les spécialités. Et donc il nous est apparu qu'à Mayotte, il n'y avait pas un seul ophtalmologiste temps plein en permanence sur l'île, alors que compte tenu de sa population, il en aurait fallu à peu près une trentaine. Bon. Et donc sur ce constat, on s'est dit de toute façon, on ne va pas avoir 30 ophtalmos. C'est sûr, il faut trouver d'autres choses. Et les autres choses, c'est de faire des postes de premier recours avec des infirmières formées, avec du matériel de qualité, du matériel de pointe, et de travailler en télémédecine, ce qui s'était jamais fait auparavant. Donc on fonctionne comme ça depuis 2 ans, avec 2 centres de premier recours, tenus par des infirmières, et 6 médecins ophtalmo hexagonaux qui sont derrière pour analyser les dossiers, pour les conduire, pour leur dire ce qu'il faut faire et prendre en charge les patients. Alors, quelles sont les pathologies qu'on rencontre à Mayotte? Alors, à Mayotte, il y a malheureusement toutes les pathologies oculaires, parce que comme elles ne sont pas traitées, elles vont à un stade qui est très avancé. Il y a beaucoup de diabète, donc il y a beaucoup de patients qui sont aveugles à cause du diabète. Il y a beaucoup de glaucome non pris en charge, donc vous avez beaucoup de patients qui sont aveugles à cause du glaucome. Et enfin, il n'y a pas de chirurgie régulière de cataracte, donc vous avez des patients, beaucoup de patients, qui sont devenus aveugles à cause de cataracte, ce qui est un vrai scandale, puisque en France, normalement, on ne doit pas être aveugle à cause de la cataracte. Et puis, bien entendu, là aussi, c'est important, il y a beaucoup de pathologies de l'enfant, parce qu'il n'y a pas assez de dépistage visuel. Et là, c'est un point très important, parce que les enfants, à la fois, vont être malvoyants, et ensuite en échec scolaire, et ensuite avoir un handicap visuel de l'adulte s'ils ne sont pas pris suffisamment tôt. Donc c'est un point extrêmement important à souligner comme pathologie, alors qu'on peut les soigner. Alors, comment fonctionnent vos deux spécialités? Vous êtes ophtalmologue et madame, vous êtes orthotiste. Comment vous... Pas du tout. C'est une très bonne question, parce que ça, c'est vraiment très important. Moi, évidemment, je suis ophtalmologiste, puisque je suis chef de service à l'hôpital Necker Enfants Malades. Donc, je suis ophtalmologiste. Par contre, je suis directeur de l'école d'orthopsie. Et l'école d'orthopsie, c'est un métier de santé visuelle paramédicale. Ce qui veut dire que les orthoptistes, par exemple, un ophtalmologiste va être formé sur une quinzaine d'années, alors que l'orthoptiste va être formé sur 3 ans. Ce qui ne veut pas dire qu'il y en a un qui fait forcément mieux ou autre, c'est que chacun a sa fonction qui est importante. D'où l'intérêt d'avoir justement des professionnels de santé visuelle qui vont permettre de pouvoir dépister, par exemple, les anomalies visuelles, qui vont pouvoir travailler avec les ophtalmologistes pour leur simplifier, je dirais, la prise en charge des examens complémentaires que l'ophtalmologiste pourra bien sûr lire, et ce qui permettra à l'ophtalmologiste de voir beaucoup plus de patients dans une journée qu'il ne le ferait s'il était vraiment tout seul. D'où l'intérêt d'avoir une formation d'orthopsie qui va être dédiée pour Mayotte. Quelles sont les actions au sein de votre association que vous menez au quotidien sur le terrain, en termes de prévention, de dépistage, que vous menez de tel... Vous avez remarqué que c'est une association jeune. En 2 ans, on a monté 2 centres de premier recours qui fonctionnent avec des infirmières. Voilà. Donc ça prend déjà beaucoup d'énergie. Et normalement, le programme de 2024, comme rappelait le professeur Brémond-Gignac, l'intérêt du dépistage des troubles visuels des enfants à l'école était au programme de l'ARS. Mais il y a eu la crise de l'eau
en fin 2023, qui a perturbé un peu les budgets. Et donc on est un petit peu en attente. Mais c'est vrai que la prochaine action, c'est l'organisation du dépistage des troubles visuels des enfants. Vous savez que Mayotte, c'est une population jeune. Il y a à peu près la moitié de la population qui doit avoir moins de 22-23 ans. Je ne me rappelle plus exactement du niveau, mais c'est à peu près ça. Donc vous imaginez qu'il y a beaucoup d'enfants qui doivent être pris en charge. En plus des troubles visuels qui nécessitent des lunettes, vous avez aussi du kératocone à Mayotte, c'est-à-dire une maladie qui déforme la cornée et qui rend les enfants malvoyants. Donc il y a un énorme chantier à conduire. Un énorme chantier. Ouais. Et évidemment, cette association qui est jeune et qui a été donc montée par le docteur Rottier, qui nous a sollicité aussi pour faire partie de l'association, eh bien finalement en 2 ans, on a réussi à monter une formation pour les orthoptistes, et ceci veut dire que dans 3 ans, normalement, on a des orthoptistes qui pourront revenir sur le territoire de Mayotte et pouvoir, sur le département, et pouvoir directement exercer leur métier, ce qui sera un plus puisqu'il y a tellement peu d'orthoptistes sur Mayotte. Alors justement, comment se décline cette formation? Il y a une partie théorique, il y a une partie pratique. Comment ça se passe pour les étudiants? Alors d'abord, c'est une formation qui a un grade licence, donc c'est déjà quelque chose qui est vraiment de valeur. Ça, c'est très important. Et c'est une formation que, entre guillemets, c'est pas de l'alternance, mais on a à la fois l'enseignement pratique et l'enseignement théorique qui est fait en même temps. La première année se fait sur l'université Paris-Cité, donc évidemment dont une partie bien sûr à l'hôpital Necker, et pour cause. Et bien entendu, les cours sont faits en parallèle. Donc il y a à la fois de la formation pratique à l'hôpital et de la formation théorique en cours à l'université. L'année suivante, on est juste à la première année, donc nous avons actuellement nos 5 étudiants qui sont pris en charge et qui sont vraiment soutenus par à la fois l'ARS, la région, l'ADOM, l'université, des 2 côtés, donc c'est très important. Et l'année suivante, ils vont être 6 mois sur l'université Paris-Cité, 6 mois sur l'université de Mayotte, en ayant là aussi en même temps une formation pratique. La même chose pour la 3e année. C'est sanctionné bien entendu par des examens à la fin, à la fin de chaque semestre. Et c'est pas toujours facile, mais en tous les cas, nos étudiants s'accrochent fortement et on est vraiment motivés pour les aider et qu'ils réussissent fortement. Alors, en attendant cette première promotion sur le terrain, vous avez développé la télémédecine pour formaliser tous ces soins et accompagner les patients. Alors, pouvez-vous nous décrire comment ça se passe? Alors, la télémédecine, donc dans nos centres, il y a des infirmières qui ont été formées, que j'ai formées à la réalisation des examens nécessaires au diagnostic en ophtalmologie. Elles ont passé 3 mois chez moi, on leur a montré le maniement de tous les appareils. Et à la suite de ça, on les a retrouvés sur Mayotte, on a fait venir le matériel avec un peu de difficulté, parce que vous savez, le transport maritime, c'est pas toujours ce qu'on attend, mais vraiment, c'est comme ça. Et une fois là-bas, les infirmières reçoivent les patients, tous les patients qui ont besoin, qui font la demande, on les reçoit, font les examens, et puis l'ophtalmo, au vu de ces examens, dit ce qu'il y a lieu de faire. Voilà. Et donc ça, c'est un fonctionnement continu. C'est la seule structure qui fonctionne tout au long de l'année à Mayotte. Donc il y a deux endroits à Mayotte où vous pouvez aller si vous avez un problème oculaire pour être pris en charge. Comment sensibiliser les patients, parce que beaucoup souvent ne sont pas conscients de leur pathologie. Comment les sensibiliser pour les attirer vers ces centres et vers les spécialistes? Alors, en étant un peu cynique, je dirais qu'il n'y a pas besoin de les attirer et que, de toute façon, on ne peut pas voir tout le monde. On n'a que 2 centres. Je pense qu'il faudrait qu'il y en ait à peu près une dizaine ou une douzaine. Donc, nous, on est centre pilote, on montre que ça fonctionne. Après, c'est aux autorités à faire en sorte que ça se développe et qu'ils trouvent les financements pour que ça se développe. Donc, qui vient chez nous? Ceux qui ont des problèmes de vision, qui ont entendu parler de nous, soit qu'ils aient mal, soit qu'ils aient reçu un traumatisme, soit que l'œil est rouge et puis que ça devient insupportable. Enfin voilà, toutes les pathologies oculaires arrivent chez nous pour être prises en charge. Et donc on a plutôt un problème pour voir tout le monde que notre problème, c'est pas de faire de la publicité sur ce qu'on fait. Enfin, bon, voilà, on est toujours content, mais vous voyez, on doit avoir déjà maintenant 4-5 mois de délai dans chaque centre. Hein. Ouais.
Finalement, il ne faut pas croire, mais dans l'Hexagone aussi, c'est pas toujours facile d'aboutir et d'arriver à l'ophtalmologiste. C'est pour ça qu'on a essayé de développer beaucoup d'orthoptistes qui peuvent aider, dépister et nous aider, puisqu'elles ont maintenant une certaine autonomie de prescription. Donc, c'est pas quelque chose qui est purement mahorais, et donc il faut bien le comprendre. Donc en réalité, les patients, ils viennent, c'est parce qu'ils sont gênés et qu'ils aimeraient bien avoir un traitement. En fait, la grande évolution, si je peux me permettre, de l'organisation des soins, c'est que jusqu'à un certain temps, tout était par le médecin. Il fallait voir le médecin et uniquement le médecin. Bon. Et l'évolution depuis une quinzaine d'années, c'est plutôt de dire le médecin doit se consacrer à ce que seul lui peut faire. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent être transférées sur des paramédicaux, sur des infirmières, sur des orthoptistes bien formés. Et ça allège l'organisation du système. Il y a beaucoup de patients qui peuvent voir que l'orthoptiste et repartir après avec leur ordonnance. Et pour le coup, le médecin n'a pas à les voir, parce que finalement, c'est plus devenu son métier. Son métier, c'est vraiment de soigner, d'opérer, de faire des choses compliquées. Compliquées, c'est ça. Alors, quel message souhaiterez-vous passer pour attirer des jeunes vers vos métiers, vers vos formations? Ça, c'est le professeur Bruno Mangina qui se dévoue au corps et âme. L'orthopsie, c'est un métier de santé visuelle paramédicale qui se fait en 3 ans. Donc, vous êtes formé en 3 ans. Vous avez un métier derrière qui va vous permettre de vivre très largement. Et c'est un métier qui est vraiment utile pour la population parce qu'on rend la vue pour les enfants. On va les rééduquer. On va rééduquer ce qu'on appelle les amblyopies avec ces yeux qui sont faibles d'un côté. On va pouvoir dépister les anomalies éventuellement réfractives, c'est-à-dire les lunettes. On va dépister aussi parfois des pathologies beaucoup plus graves qui vont être bien sûr adressées à l'ophtalmologiste. Mais il y a un vrai métier qui rend un service à la population et qui est très utile. Et après, comme c'est un grade licence en plus, si les jeunes veulent aller plus loin, ils peuvent faire un master, même une thèse de sciences. Donc vous voyez, c'est quelque chose de super. Quelles sont les prochaines actions pour l'association en attendant que la situation... Alors je vous ai dit, c'est le dépistage des troubles visuels de l'enfant, c'est une étude sur le kératocone, parce qu'il semble que le kératocone soit assez fréquent à Mayotte, et puis après, il faudrait le prendre en charge. Voilà, c'est ça les axes. Le dépistage des troubles visuels de l'enfant, c'est un très gros dossier. Comme vous le savez, il y a à peu près 10 000 enfants qui naissent chaque année à Mayotte. Sur ces 10 000 enfants, normalement, il y a au moins 2 000 enfants qui auraient besoin de lunettes. Il y a à peu près 400 qui doivent être pris en charge de façon médicale pour des problèmes de strabisme. Donc c'est un gros dossier qu'on ne pourra pas évidemment faire tout seul, il faudra le faire avec l'ARS, avec éventuellement d'autres associations. Enfin, et ça d'ailleurs, je te rappelle que c'était notre dossier initial. C'est pour ça qu'on est allé on a regardé Mayotte sur ce dossier-là. Ouais. Et à l'époque, on voulait créer des professionnels qui dépisteraient simplement et avec l'idée que peut-être qu'après, ces professionnels-là deviendraient orthoptistes. Pour finir, c'est encore mieux puisque voilà, tu as créé cette école d'orthopsie. Donc on va avoir des vrais professionnels disponibles sur le territoire qui vont faire ce travail-là. D'accord. Il y a encore beaucoup de travail en tous les cas. On vous remercie et bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup.